Donc aujourd'hui, je remercie Monsieur Escrognard, Monsieur Gross et Madame Rétoré d'avoir accepté de témoigner sur les visites d'évaluation qu'ils ont pu passer. Et on va aujourd'hui donc pouvoir dérouler un petit peu comment ça s'est fait avant, pendant et après la visite d'évaluation. Euh, donc l'objectif du webinaire, c'est de pouvoir partager des retours d'expérience de deux établissements qui sont assez différents. Donc ça va être assez intéressant et j'espère que ça va pouvoir vous servir pour préparer vos futures évaluations. Donc, vous pouvez poser les questions dans la conversation comme d'habitude ou en levant la main. On y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin en fonction des thématiques. Eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, rapidement encore sur la présentation de Caléris. Donc, des fois, qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas encore. On est la structure régionale d'appui de la région Centre-Val de Loire, une association loi 1901. Dont l'objectif est d'accompagner les établissements médico-sociaux, sanitaires, libéraux et tout professionnel de santé dans les démarches d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des prises en charge. Voilà, on a été désigné structure régionale d'appui fin 2018. Voilà, rapidement sur notre présentation. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur qui on est et ce qu'on peut faire au niveau du médico-social, on a, pour information, sorti une petite vidéo qu'on a mise sur notre chaîne YouTube pour présenter nos actions dans le médico-social. Alors, donc, on est aujourd'hui sur finalement la visite d'évaluation dans le chemin qui mène sur ces différentes étapes. On retrouve l'auto-évaluation et on va échanger avec les professionnels présents sur comment est-ce qu'ils sont préparés peut-être une auto-évaluation plus ou moins complète. Ensuite, sur le choix de l'organisme évaluateur, on va également discuter autour de cet élément-là qui est quand même important, la visite d'évaluation et puis après, comment ça s'est passé après. Donc, c'est le découpage qu'on a choisi pour ce webinaire. Tout d'abord, on va pouvoir présenter les personnes qui sont là. Monsieur Escrognard ou Monsieur Gross, je vous laisse démarrer la présentation de votre structure avec qui vous êtes, quelle structure vous avez, quelles ont été les dates d'évaluation notamment. À vous la Très bien. parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Arnaud Escrognard, directeur des Dames de Champfol et de Vernouillet en Eure-et-Loire. On accompagne du coup des jeunes en situation de handicap de 16 à 20 ans, un peu plus éventuellement pour les amendements Creton. Et on est multisite, je le précise parce que c'est un point important. Après, on a plusieurs lieux du coup d'implantation. Et on a donc été évalués les 26 et 27 septembre de l'année passée. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Nicolas Gross. J'interviens donc en tant que coordonnateur qualité au sein du GCSMS 28 Pas à Pas, donc en Eure-et-Loire. Et donc le GCSMS regroupe 14 EHPAD plus 3 établissements handicap, dont le DAM de Champfol et le DAM de Vernouillet. Moi, j'ai pris ce poste en début d'année 2024, donc le DAM de Champfol est un des premiers établissements que j'ai accompagné voilà, depuis sa préparation jusqu'à la visite et même jusqu'à la fin de la procédure globale d'évaluation. Merci. Bonjour à toutes et tous, je continue. Je suis donc Karen Rétoré, je suis responsable qualité sur le pôle personnes âgées du CHU d'Orléans.
Donc, nous avons du sanitaire avec 160 lits du SLD, mais aussi 3 EHPAD qui sont rattachés au CHU. Donc, la résidence Le Bois-Fleuri à Saran, qui compte 60 et 64 lits d'hébergement permanent. On a aussi 4 lits d'hébergement temporaire d'urgence. On a la résidence Pierre Pagot à Orléans avec 77 lits d'hébergement permanent et 4 lits d'hébergement temporaire. Et la résidence Les Écureuils qui se trouve à Saint-Jean-de-Bray avec 77 lits d'hébergement permanent. Voilà. Et notre visite donc s'est déroulée du 25 au 29 novembre 2024 pour les 3 sites. C'était une visite commune. Voilà. Merci. Juste, Monsieur Escronia, en termes de dimension de votre dame, est-ce que vous pouvez préciser éventuellement les différents Ouais. secteurs? On accompagne environ 150 jeunes du coup sur notre territoire, sur la tranche d'âge que j'ai évoquée tout à l'heure, du coup les 15, 16, 20 ans. Et pour préciser le nombre d'implantations, on est implanté sur 6 lieux d'exercice et notamment des lieux scolaires, du coup, puisqu'on fait, du fait du fonctionnement en dispositif et de la logique d'école pour tous, on est également en soutien scolarité en milieu ordinaire. Merci. C'est vrai que c'est une dimension qui est vraiment importante pour les dames, hein, d'avoir finalement des structures qui sont éclatées sur le territoire et qui sont, bah, je pense, enfin, une dimension à tenir en compte dans Tout à cette fait. évaluation qui complique peut-être un petit peu les choses de temps en temps, on va dire. Ok, merci. Du coup, on va passer tout de suite sur la partie avant l'évaluation. La préparation de cette évaluation, éventuellement votre auto-évaluation. Tori, si vous voulez bien débuter sur voilà, combien de temps a duré votre préparation, les échanges que vous avez pu avoir avec l'organisme évaluateur et comment il a été sélectionné, ce que vous avez mis en place en termes d'auto-évaluation, en termes de points forts, ce qui ressort, et puis éventuellement des axes d'amélioration que vous avez pu identifier pour la suite des opérations. Alors sur le premier point, pour la durée de préparation, on avait pas mal anticipé. On a commencé à en parler, on va dire, pratiquement 2 ans avant, pour surtout les évolutions amenées par le dispositif d'évaluation. Après, pour ce qui est plutôt de la communication sur la méthodologie et également sur les points de vigilance, parce que finalement, on avait déjà un peu en tête par rapport au référentiel les points sur lesquels on n'était pas très au clair et sur lesquels il allait falloir avancer rapidement. Donc ça, on a communiqué dessus environ plus d'un an avant. Et puis, on s'est lancé dans une auto-évaluation à peu près 8 mois avant la visite. Ça s'est échelonné sur une période d'environ 3 mois. Ce qui a permis après de communiquer sur les axes d'amélioration. Mais en tout cas, voilà, on a profité de toute cette période préparatoire pour vraiment avancer sur nos actions d'amélioration avant la visite. Pour ce qui est du deuxième point sur les échanges, enfin sur l'organisme évaluateur, alors on était rentré dans le marché GCS achat du centre, donc ça a été sélectionné de cette manière, hein, l'organisme. On a eu notre premier contact avec eux, ça devait être 9 mois avant. Donc on a surtout échangé à ce moment-là autour de notre organisation, puisque comme on est sur une organisation polaire, une même direction, une direction commune pour les 3 EHPAD, donc une gouvernance commune, hein, commence à aller se représenter au niveau du calendrier de visite et puis également sur tout ce qui est accompagné traceur. Donc on a beaucoup évoqué ces points-là. Et puis, après, l'essentiel des échanges ont commencé finalement 3 mois avant, quand il a fallu commencer à remplir les documents pour préparer la visite, transmettre tous les documents qui étaient demandés par l'organisme. Et puis, environ 1 mois et demi avant la visite, on a échangé sur le planning et il était validé 3 semaines avant la visite, ce planning. Voilà. Pour ce qui est de l'auto-évaluation, alors on avait choisi de faire une auto-évaluation complète sur l'ensemble du manuel, hein, sur tous les critères.
Donc, on a fait 3 groupes d'auto-évaluation, un par site, hein, et on a fait 3 réunions à peu près d'1h30 pour balayer l'ensemble des critères. Alors, c'était aussi à vocation pédagogique, hein, pour savoir tout ce qui allait être évoqué, etc. Avec les professionnels, hein, ça a été globalement très participatif sur les différents groupes d'auto-évaluation. Et puis, il y a certains échanges qui se sont faits en direct avec des référents institutionnels sur la gestion de crise, sur la partie, tout ce qui était informatique, hygiène, DRH, etc. On avait aussi pris le parti de s'entraîner à faire des accompagnés traceurs. Donc, on a constitué un petit groupe de volontaires qui s'est formé à la méthode, que j'ai formé à la méthode. On a construit nos outils et puis on a organisé des séances d'accompagnés traceurs sur les 3 sites. On a fait 2 par site. Donc là aussi, c'était à vocation pédagogique, hein, pour voir comment ça se passait, les entretiens, les sujets abordés, à la fois côté évaluateur et puis côté évalué. Donc ça a été intéressant, même si c'était un petit peu lourd en organisation, à préparer en interne. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a aussi fait un entretien préparatoire avec les membres du CVS. On a un CVS commun pour les 3 EHPAD. Donc, pour faire le point sur ce qu'on pouvait valoriser, mettre en avant dans tout le travail qui avait été fait avec le CVS, et puis voilà, les entraîner aussi aux questions qui pourraient leur être posées. Et enfin, il y a eu des observations des locaux, des affichages, etc., qui ont été actualisés pour être au clair avant la visite également. Voilà. Dans les points forts, on a pas mal communiqué, on avait anticipé, donc il y a eu plusieurs temps de communication. Je trouve que ça a été important. Copie de qualité en CVS. Je suis beaucoup intervenue aussi aux réunions post-transmission sur tous les sites. Voilà, pour à chaque grande étape. Et puis l'identification préalable aussi de nos points faibles, puisqu'on a pu travailler très en amont. On savait que voilà, il fallait qu'on avance, qu'on sache où on en était en termes de traçabilité dans les dossiers. Sur le circuit du médicament, on avait des choses à faire. Sur la bientraitance et éthique, le COPIL était très actif sur la période, donc on a bien avancé sur de nombreux points. On avait relancé les PAP. Bon voilà, plein de sujets où on savait qu'on était un peu faible et où il fallait qu'on avance. Et puis, et puis les accompagnés traceurs, voilà, ça a été quand même assez pédagogique pour s'approprier les critères et se sentir plus à l'aise au moment de la visite également. Et puis sur les axes d'amélioration, il y a eu un site où c'était un petit peu moins participatif, moins de professionnels qui ont pu se libérer pour participer. Ça s'est senti quand même aussi au moment de la visite et des entretiens, pour le coup. Et puis le temps qui passe très très vite. Très très vite. Même si on anticipe, ça passe très vite finalement. Ouais. Voilà mon retour. Merci. Juste pour revenir sur au niveau des échanges avec l'organisme évaluateur, donc si j'ai bien compris, finalement ça a été un choix du groupement. Est-ce que pour vous, voilà, est-ce que finalement ça a été pénalisant ou pas? Est-ce que vous avez quand même réussi à avoir des échanges avec l'organisme et est-ce que ça a été satisfaisant? Oui, dans les échanges préparatoires, je peux pas dire, hein, ça a été satisfaisant. Il n'y a pas eu de souci particulier de ce côté-là. Il y a eu quelques changements au niveau de l'équipe d'évaluatrices, avant que ça se temporise et puis que ce soit finalement validé. Mais voilà, sur la phase préparatoire, on n'a pas eu de difficulté avec l'organisme qui restait disponible pour répondre à nos questions. D'accord. Et est-ce que sur le profil des personnes qui étaient évaluateurs, est-ce que vous avez eu un peu un regard dessus ou ça n'a pas été franchement nécessaire? On avait parlé à la première réunion, donc 9 mois avant, sur les profils, voilà, d'avoir des gens qui maîtrisaient quand même le secteur et qui pourraient en soi nous apporter aussi quelque chose malgré tout. Donc on a eu un profil d'infirmière, voilà, c'était la coordinatrice. Et puis l'autre profil, c'était plutôt secteur social. Les deux étaient très complémentaires et du coup, c'était intéressant pendant la visite, les 2 profils. Donc on n'a pas eu de soucis particuliers sur le choix, en tout cas des évaluatrices. D'accord, ok. Et je reviens par rapport à votre auto-évaluation. Donc, vous avez dit, voilà, vous avez fait des réunions avec les professionnels. Ces professionnels-là, comment dire, c'est eux qui ont participé ensuite à la visite ou c'était, entre guillemets, tout venant, toute personne qui était disponible à ce moment-là?
C'était essentiellement les personnes disponibles à ce moment-là. On faisait ça dans la suite des transmissions. On se prenait 1 heure et demie à la suite des transmissions. Donc, venaient ceux qui étaient là ce jour-là, qui travaillaient. Et certains, par exemple, des professionnels de nuit, sont revenus spécialement pour participer aux réunions. Et après, c'était très ouvert, hein. C'était des soignants, les secrétaires médicales, animatrices, enfin voilà, tous les professionnels transversaux, diététiciennes ou ergo, qui pouvaient se détacher à ce moment-là pour venir. Certains ont participé aux 3 réunions sur chaque site. D'autres, en fonction de leur possibilité de présence, n'étaient présents qu'à une réunion. Mais on a recensé tout ce qui s'était dit au cours des réunions et ça a été transmis à tous les participants ensuite. Mais on a fait un rapport d'évaluation interne malgré tout parce qu'on a AGEVAL en logiciel en interne. Et on avait tout retracé dessus. Donc on avait un document aussi compilé, tout l'état des lieux finalement. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup pour ces premiers éléments concernant votre préparation et l'auto-évaluation. Je vais donner la parole maintenant aux dames de Champfol pour nous expliquer, eux, par rapport à leur organisation, comment ça s'est passé. Ouais. Du coup, on va vous faire des réponses à 2 voix avec Nicolas Gross, puisque ça a vraiment été un cheminement partagé. Sur la durée de préparation, nous, il y a eu quelques mouvements sur la date d'évaluation, ce qui fait qu'à proprement parler, on a eu 10 mois de préparation vraiment active, du coup, de l'évaluation, sachant qu'il y avait quand même un travail de fond qui était mené auparavant. Et ça, c'est important, puisqu'il y a un comité qualité qui préexistait depuis plusieurs années. Idem pour le comité bien-traitance, ce qui fait qu'il y avait quand même déjà une culture qualité qui était relativement bien implantée. Alors, une sensibilisation au nouveau référentiel, etc., qui n'était pas encore pleine, entière et appropriée, mais en tout cas, une culture de la démarche qualité qui préexistait. Et de fait, sur le volume de préparation qu'il y a à conduire, ça influe quand même positivement et nous, ça nous a pour le coup assez bien aidé. Sur ce qui est des échanges avec l'organisme évaluateur, du coup, parce que c'est pas nécessairement évident de choisir. Nous, on s'est basé sur les conseils des collègues d'abord, et puis les expériences, notamment de la Fondation d'Aligre, hein. Nicolas Gross avait pu avoir l'intervention d'un premier cabinet. D'autres dames également avaient été évaluées. On s'est appuyé là-dessus. Pour nous, c'était important parce qu'on y reviendra, mais il y a un sujet quand même à avoir des cabinets qui interviennent sur des champs de compétences qu'ils connaissent. Et le sujet dispositif d'âme comme il y a en Eure-et-Loire, bah, tous les cabinets ne le maîtrisent pas forcément. Et là, le cabinet maîtrisait, mais une des 2 intervenantes était un petit peu plus en découverte du coup de ce sujet-là, ce qui fait que dans les échanges préalables et puis les critères du coup de choix, c'est important. Au-delà de l'envoi du cahier des charges et des réponses, on a aussi eu des temps d'échange avec Nicolas et puis les différents cabinets qui étaient assez intéressants quand même pour se rendre compte de leur philosophie d'intervention et de la manière dont ils se projetaient aussi en termes d'évaluation. Peut-être que Nicolas pourra compléter ce sujet-là, mais le fait d'avoir des échanges de vive voix a été intéressant. Et puis aussi, ça c'est important, on n'a pas pris le moins cher. On avait une offre très anormalement basse, pour le dire avec la terminologie marché public, mais ça nous a semblé intéressant d'y mettre quand même un budget un petit peu plus conséquent parce que c'est quand même un sujet de valorisation aussi, quoi. Oui, juste pour compléter, moi j'encourage vraiment tous les établissements à avoir à plusieurs temps en visioconférence avec les évaluateurs pour que eux expliquent aussi leur offre, pourquoi ces jours-là, pourquoi ce montant-là, comment ils pensent s'organiser, s'ils ont vraiment des attentes particulières. Pardon. Il y a vraiment je trouve que c'est vraiment important d'avoir un échange et que derrière, ils se positionnent vraiment par rapport à nos attentes. Est-ce que eux aussi, dans quel état d'esprit ils viennent? Est-ce qu'ils viennent vraiment dans un état d'esprit d'inspection ou est-ce qu'ils viennent vraiment pour aider les établissements à mettre en valeur l'établissement? Pour moi, c'est un vrai enjeu. Je suis totalement d'accord sur les profils des évaluateurs. Il faut vraiment que chaque établissement ait vraiment une attente, ait bien formalisé ses attentes en termes d'évaluateurs et charge après au cabinet de se positionner et de répondre aux plus proches. Mais ce temps-là d'échange avec l'évaluateur, pour moi, il est stratégique. Et dans le cas du DAM, il a été d'autant plus stratégique où
on a pu déjà un peu, sur les délais des choix des personnes qui allaient être rencontrées par les évaluateurs, poser quelques jalons, se dire: «Le DAM, c'est un établissement multisite, ça demande vraiment une organisation pour, par rapport aux personnes accueillies» et de pouvoir déjà se dire, quand est-ce qu'on aura connaissance des personnes qui seront rencontrées par les évaluateurs. Ça tenait à cœur à monsieur Soignard et moi aussi je trouvais que c'était très important et on a pu déjà poser quelques jalons à ces moments-là et ça vous permet aussi de voir, quelle flexibilité a l'évaluateur par rapport à telle ou telle demande et dans quel état d'esprit il est. Voilà. Pour ce qui est du coup des méthodes et outils de préparation au taux d'évaluation, donc Nicolas Gross évoquait tout à l'heure le fait qu'il avait pris ses fonctions en janvier 2024. Pour nous, ça a concordé avec aussi un accompagnement qui était débuté avec le cabinet Capitan. Ça, c'est important. À la NFH, pour les établissements publics, en tout cas, propose des accompagnements qui peuvent être mobilisés gratuitement pour le coup, et ça peut être aidant. Et là, on a réparti du coup les interventions entre celle de Nicolas Gross et puis le cabinet Capitan, plus sur des sujets de sensibilisation et formation. L'arrivée du coup de Nicolas Gross a permis quand même de faire un bilan de là où on était en termes de démarche qualité, de cohérence en termes de préparation aussi au vu de l'évaluation. Et puis à partir de là, on s'est fait un rétro-planning extrêmement précis de tout ce qui était à travailler et extrêmement précis aussi des instances. Parce que pour le coup, 10 mois, ça va quand même assez vite. Et le fait de préparer quel sujet doit être discuté quand en instance était quand même pour nous assez important parce qu'il ne s'agissait pas de manquer ces occasions-là. Il y a quand même des éléments de preuve en lien du coup avec les comptes rendus d'instance qui sont assez importants. Et de fait, ça nécessite d'être anticipé. Le fait de faire un diagnostic du coup dans le courant du mois de janvier et puis d'en déduire un rétro-planning, ça nous a aussi permis de prioriser quand même ce qu'on allait faire. C'est-à-dire qu'on a quand même fait un travail qui a porté très prioritairement sur les critères impératifs. On s'est pas dit qu'on serait extrêmement bon partout, même si au final le rapport d'évaluation est plutôt assez, voire très positif, mais on a fait des choix. Et ça, du coup, c'est important pour nous en termes de charge de travail et puis aussi vis-à-vis des professionnels, je crois, pour que ça ne les effraie pas. Et ça, c'était un des autres points aussi qui était important pour nous sur la préparation, c'est que l'évaluation a surtout été positivée, jamais dramatisée. On l'a jamais considérée comme la ligne d'arrivée, mais bien comme une photo à un instant T. Et ça, je pense que c'est important aussi de à la fois valoriser et pas trop inquiéter les professionnels sur ce sujet-là, parce que souvent, ils mésestiment quand même la qualité du travail qu'ils peuvent faire. On a eu un seul temps du coup d'auto-évaluation qu'on a conduit 5 mois avant l'évaluation à proprement parler. Là aussi que sur les critères impératifs. Ça a été extrêmement important du coup ce premier test-là pour nous parce que ça nous a permis de mesurer deux choses, enfin un peu plus, mais deux choses essentielles. D'abord, l'appropriation des termes du référentiel qui était quand même partiel. Et c'était pas évident, et ça c'est le deuxième point, du coup, pour les liens, enfin pour les professionnels de faire le lien entre leur pratique, le référentiel. Et puis, c'était aussi pas évident pour les professionnels de d'abord penser à ce qu'ils faisaient bien, plutôt que de penser à ce qu'ils faisaient mal. J'ai toujours ce même exemple, moi, qui me revient du sujet respect de la vie privée, où la professionnelle en question sur l'auto-évaluation commençait à évoquer à part tout ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire 2% des sujets, alors qu'à 98%, on avait à la fois un internat avec des chambres individuelles, des douches privatives, la possibilité pour les jeunes de choisir qui peut les doucher s'il y a besoin d'aide, etc., etc. Et du coup, il y a quand même une habitude de réponse aussi aux questions qu'il est intéressant de pouvoir travailler relativement en amont. Sur les points forts, préparation auto-éval, eh ben, je dirais d'être accompagné, ça c'est un super point fort, parce que ça permet quand même de décentrer et puis d'avoir un regard tiers plus tempéré dans les deux sens que le nôtre, plus affûté aussi, parce qu'en tout cas pour ma part, j'avais un temps limité à y accorder une expérience forcément plus limitée aussi que celle de Nicolas sur l'ensemble de ces sujets-là. Je crois que l'intervention d'un tiers légitime là-dessus auprès des professionnels et puis parfois aussi auprès de certains jeunes
quand on a fait des groupes tests, a été vraiment très, très apprécié. Et puis aussi parce que ça a permis d'avoir un regard quand même aiguisé et objectif sur là où on en était. Ce qui a fortement marché sur la préparation ensuite, c'est la mobilisation des comités que j'évoquais tout à l'heure, comité qualité, comité bientraitance. À l'image de la collègue, ça a été quand même assez co-construit, du coup, cette démarche de préparation de l'évaluation. En tout cas sur les sujets qu'il pouvait au regard du temps imparti. Donc, même si je suis tout à fait honnête, je dirais que ça a été semi-démocratique ou semi-construit. Il y a des sujets où on a avancé vite seul, notamment en termes de rédaction, pas en termes d'appropriation. Mais compte tenu des délais, parfois il a fallu avancer un petit peu plus vite. Ce qu'on a plutôt bien fait aussi, je pense, c'est tous les temps de sensibilisation et d'appropriation du référentiel. Donc là, avec Nicolas Gross, le cabinet Capitan aussi. J'ai vu Madame Lorigeon, notamment, qui était intervenue chez nous et qui est présente sur la visio. Ça a quand même permis aux professionnels à la fois de dédramatiser, de s'approprier un référentiel aussi qui est chouette. Et ça, ils l'ont constaté au fur et à mesure de leur pratique, c'est qu'il fait sens très positivement. Et c'est réellement aussi un outil de réflexion et de valorisation qui n'est pas déconnecté du quotidien, loin s'en faut, mais qui, au contraire, amène des questionnements qui sont vraiment intéressants. Donc ça, cette phase d'appropriation, sensibilisation, je pense qu'on l'a plutôt bien réussi, et non-dramatisation et partage de choix prioritaires. Ça, je pense que ça a peut-être enlevé une certaine pression sur ces sujets-là. Des réunions institutionnelles, je pense qu'il y en a eu au moins 4-5 sur ce sujet-là, assez courtes à chaque fois, mais en tout cas, ça a jalonné l'année de manière importante. Sur ce qu'on aurait peut-être pu mieux faire, mais je crois qu'on y revient un petit peu après, c'est mieux travailler notamment le sujet de la préparation, base de preuves du coup avec le cabinet. On avait eu des échanges en amont là-dessus, mais qui manifestement n'avaient peut-être pas été suffisamment clairs ou explicites des deux côtés, ce qui fait qu'on a avancé sur une manière de restituer les preuves qui finalement s'est pas avérée la plus opportune, et ça c'est quand même du temps. Et ça c'est quand même du temps. C'est le point d'amélioration en tout cas que nous on y voyait. Et puis probablement aussi que sur le choix des intervenants, nous en intra, du coup, sur les différents groupes de travail, on aurait pu se poser les questions différemment. On a voulu être très représentatif des différents métiers qu'on pouvait exercer. Ça a été le cas aussi pour le choix des jeunes qui ont été reçus. On a souhaité être très représentatif. Peut-être que des fois, il ne faut pas hésiter à être un petit peu plus stratégique. Voilà. Et ça, je crois qu'on y revient un petit peu après, donc je ne m'étends pas là-dessus. Et puis je laisse la parole à Nicolas, puisque j'ai été très bavard, donc probablement qu'il y a des sujets de complément. Non, juste 2 points pour moi qui sont vraiment importants, c'est sur l'auto-évaluation. Votre auto-évaluation, elle va vous permettre en priorité de dégager vos points forts dans votre établissement. Qu'est-ce que vous avez envie de présenter, comment vous fonctionnez. Enfin voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment un point important. Deuxième point important, l'auto-évaluation doit vous servir pour préparer vos équipes. Les équipes seront interrogées dans chaque méthode, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et le rôle des professionnels, il est stratégique. Il est stratégique dans le choix des personnes et aussi dans les éléments de réponse que vous devez leur apporter. Je trouve qu'il faut préparer les professionnels, il faut leur apporter, enfin, il faut qu'ils trouvent eux-mêmes aussi les éléments de réponse, mais c'est vraiment une co-construction au sein de l'établissement pour la collecte des éléments de réponse. Ça, je trouve que c'est important et je rejoins totalement voilà, sur le point d'amélioration sur la collecte des éléments de preuve. Dès cette auto-évaluation, commencez à organiser vos éléments de preuve, collecter vos éléments de preuve pour les restituer le plus facilement possible en visite. C'est vraiment stratégique, la visite, alors on va y venir, mais ça va très très vite. Mieux vos équipes sont préparées, mieux c'est, et mieux vos éléments de preuve sont organisés et faciles à présenter en réunion aux évaluateurs, et mieux ce sera aussi. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour sur avant l'évaluation. Donc, on peut retenir effectivement que réaliser une auto-évaluation, qu'elle soit complète ou partielle, c'est quand même important. Ça permet, oui, de préparer des professionnels, de collecter les éléments de preuve, comme vous disiez à l'instant, et de faire en sorte, oui, que les professionnels puissent faire valoir leurs bonnes pratiques.
Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de réaliser des simulations d'entretien, soit comme vous l'avez fait, Madame Rétoré, sur les accompagnés traceurs, vraiment sur les méthodes HAS, soit de toute façon un peu moins formelle, avec les professionnels, mais aussi avec le CPS. La sélection des évaluateurs, Monsieur Scrognard, vous avez effectivement insisté sur l'importance d'avoir de vrais échanges sur à la fois les valeurs que le cabinet porte et les compétences des professionnels également. Oui. Ouais, ça me fait penser en lien avec le sujet des entretiens. Nous, il y a un outil que nous a amené Nicolas Gross qui était extrêmement intéressant, c'est les guides d'entretien à Géval. C'est ce qu'a le plus apprécié, c'est ce qu'ont le plus apprécié les professionnels pour préparer les temps d'entretien, évaluation, parce que c'était très, très proche du coup de ce qui s'en est suivi en termes d'évaluation. Et en termes de support, ça a été très, très apprécié par les pros et très facilitant aussi en termes de préparation et d'anticipation. Oui, merci. Et puis, oui, sur le planning, c'est vrai que c'est important de pouvoir avoir plusieurs échanges pour anticiper et éventuellement réajuster le planning qui est proposé par l'organisme. Et puis, un point qu'il ne faut pas négliger, c'est quand même la logistique, de bien prévoir les salles, vos éléments de preuve sous le coude, l'ordinateur, avec la connexion, parce que les organismes, enfin les évaluateurs ont besoin de connexion. C'est tout bête, mais ça a son importance, ça évite de perdre du temps. Voilà. On va avancer sur sur ce webinaire. On va maintenant s'attacher à pendant l'évaluation. Du coup, oui, j'avais programmé que ce soit à nouveau le Dan qui prenne la parole, si tout le monde est d'accord. Et ben, du coup, sur le choix des accompagnés traceurs, il y a déjà quelques directives quand même qui nous sont données par les documents de préparation sur les sujets de représentativité, etc. Nous, du coup, on a essayé de prendre en compte les différents niveaux de handicap, les différents modes d'accompagnement, et puis les différents lieux aussi d'accompagnement. C'est ça qui n'a pas été forcément évident parce que sur un dispositif, on a des modes d'accompagnement qui sont très variés, et forcément, du coup, il y a un choix à faire. On a voulu aussi essayer de montrer un petit peu l'hétérogénéité des troubles présentés, accompagnés par le DAM. Ça, peut-être qu'on aurait dû moins le faire parce que finalement, en entretien, ça s'est pas forcément révélé toujours très, très porteur. En tout cas, au final, il y en a eu, on en avait présélectionné donc 6 et 3 ont été retenus au préalable, c'est-à-dire 4-5 jours avant, en lien avec le cabinet. Ça, pour le coup, c'était quelque chose qu'on avait évoqué en préparation de l'évaluation, le fait que pour nous, c'était important d'avoir un délai quand même d'annonce et puis d'accompagnement aussi des accompagnés traceurs, parce que potentiellement, ça peut être un sujet de stress quand même extrêmement important. Et en l'occurrence, ça n'a pas manqué de se produire. On a dû changer d'accompagné traceur quasiment au dernier moment. Pour ce qui est des réunions d'ouverture et de clôture, on a eu une réunion d'ouverture, nous, plutôt en petit comité, c'est-à-dire direction Nicolas Gross pour caler le déroulé logistique et puis tous les points techniques du coup du déroulé de l'évaluation. Par contre, la réunion de clôture a été beaucoup plus large. La réunion de clôture, elle a été ouverte à tous ceux qui le souhaitaient et qui avaient participé de près ou de loin à la préparation ou à la réalisation de l'évaluation. C'était important pour nous parce qu'il y avait un sujet d'abord de valorisation du travail qui a été fait. Et puis, comme on espérait quand même avoir des bons retours, c'était important que les professionnels puissent entendre ces bons retours-là autrement que par ma voix. D'autant plus que, et ça nous a un petit peu déçus, entre guillemets, maintenant les cabinets peuvent plus venir présenter au sein des établissements évalués leurs évaluations. Je trouve que ça fait un petit peu défaut. Or, ce regard tiers, il compte quand même, il fait sens. Et du coup, ça a fait sens, en l'occurrence, qu'ils puissent entendre le fait que oui, ça s'était bien passé, qu'il y avait des points positifs qui s'en dégageaient et lesquels c'était. Sur la visite donc qui a débuté du coup cette phase d'évaluation, nous on a regretté finalement qu'on ait
qu'on ait attribué trop peu de temps sur ce temps de visite-là. Je l'évoquais tout à l'heure, on est sur plusieurs lieux d'accompagnement et d'implantation. Finalement, il n'y a que le DAM, la maison mère, entre guillemets, qui a pu être visité. Or, nous, on souhaitait au début quand même que puissent être visitées des unités d'enseignement externées. Au regard de l'importance que ça a eu dans les retours écrits ou oraux du coup des deux évaluatrices, je pense que nous, on a sous-estimé le temps de la visite parce que quand elle est bien préparée et quand on sait qu'on fait visiter des locaux qui démontrent des choses positivement, probablement qu'il faut y passer un petit peu plus de temps que ce qu'on avait fait. On avait prévu 1 heure et demie. C'est vraiment beaucoup trop peu au final. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on fera différemment à l'avenir. Pour les entretiens professionnels et les entretiens gouvernance, on s'est appuyé à la fois sur des professionnels volontaires et sur des professionnels qu'on a sollicités, de manière à ce que ce soit représentatif de différents métiers. On ne s'est pas aperçu quand même au fur et à mesure du changement d'accompagné traceur que une professionnelle a quasiment participé à tous les groupes. Et ça, c'est dommageable parce qu'à la fois, ça fait une très forte sollicitation de cette professionnelle, alors qu'elle était super, mais quand même une très forte sollicitation et de fait une représentativité moindre. Par contre, on tenait quand même, et ça on l'a plutôt bien réussi, à ce que les différents métiers qui existent au sein du DAM, et notamment métiers d'accompagnement, soient représentés. Et ça, pour le coup, ça a été, je pense, assez porteur sur ce qu'on a pu donner à voir en termes de richesse d'accompagnement. Sur la gouvernance, il y avait l'ensemble de l'équipe de direction. Du coup, et ça, pour moi, c'était important aussi symboliquement de pouvoir le construire comme ça. Avant de passer peut-être au sujet des critères impératifs étoiles, je laisse peut-être la parole à Nicolas. Oui, juste, alors, sur la visite du DAM, il faut quand même, tu sais, il y a un élément important pour moi. C'est que donc ça s'est passé sur 2 jours. Et donc ça a commencé un jeudi et terminé un vendredi. Et le jeudi après-midi, l'Eure-et-Loir, alors peut-être que je crois que le Loiret aussi, hein, mais il y a eu une coupure d'électricité. Et quand je dis coupure d'électricité, il y a tout le département qui était touché. Et donc, enfin, voilà, gros blackout, quoi, en fait. Et donc, bah voilà, ça a demandé vraiment aux évaluateurs et aussi, surtout à l'établissement, voilà, de se réorganiser. Comme la présentation des éléments de preuve quand même était majoritairement informatique. Donc voilà, ça a demandé encore aux équipes de s'adapter à la situation. Elles l'ont très bien fait. Le cabinet aussi a été compréhensif dans le sens où, je crois, Arnaud, tu compléteras, hein, mais ils ont donné un délai supplémentaire pour fournir des éléments de preuve, notamment sur les temps de réunion qui étaient prévus sur le créneau où il n'y avait pas d'électricité. Et ça, quand même, alors, j'ai pas fait beaucoup de visites, mais quand même, c'est vraiment un élément de la visite qui aurait pu déstabiliser tout le monde. Et tout le monde s'en est bien sorti. Franchement, je trouve que c'était un gros point quand même à faire ressortir. Après, un conseil, et je pense que ça aussi, ça a été bien préparé au niveau du DAM de Champfol, c'est que les professionnels qui qui ont rencontré les évaluateurs ont eu un emploi du temps réajusté, pour vraiment se donner du temps pour qu'ils puissent se consacrer uniquement sur la période soit de la matinée, soit de l'après-midi à la rencontre avec les évaluateurs. Ça leur donnait un temps de préparation, un temps de repos après quand même. Voilà, je pense que ça, c'est aussi important. Si c'est possible de le faire, c'est vraiment un conseil, ça, à donner. Voilà, il faut que la vie de l'établissement continue, mais il faut aussi prendre le temps de mettre les professionnels dans les meilleures conditions pour rencontrer les évaluateurs. C'est une source de stress. Alors souvent, les gouvernants ont un peu plus l'habitude, mais les professionnels, c'est pas quelque chose auquel ils sont forcément habitués. Et je trouve que leur donner ce temps-là pour qu'ils se préparent et que ça permet aussi un peu de faire baisser la tension, je trouve que c'est quand même important et je trouve que ça a vraiment porté ses fruits au niveau du DAM. Voilà. Ouais, je partage complètement. On le fera même encore davantage, je pense, la fois prochaine, parce que c'est vrai qu'on peut sous-estimer le niveau de stress généré du coup par l'évaluation pour les professionnels. Et pour peu en plus qu'auparavant ils soient sur un accompagnement qui se passe mal ou un fait de violence, etc. Bon, ça peut vite rendre les choses parfois un petit peu plus compliquées. Effectivement, il y a eu cette coupure de courant qui nous a tous un petit peu perturbés. Et on a eu du coup 48 heures pour fournir des éléments de preuve supplémentaires.
Et du coup, pour nous, ça a questionné, mais aussi au regard de la manière dont ça avait été préparé, la constitution de la base documentaire de preuves. Nous, on avait préparé une base écrite, papier, classée chapitre par chapitre, etc., dont on était très fiers, que finalement, ils ont à peine regardé, sauf quand je les ai quand même un petit peu forcés à la fin. Et finalement, ce qu'on en a retenu, c'est que la base, elle gagne quand même à être préparée bien en amont sur quelque chose, sur un support informatisé, en prévoyant que les documents puissent être projetés en séance. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas anticipé, en fait, nous, de produire les éléments en séance. Et ça a déstabilisé un petit peu les professionnels aussi, parce qu'ils se retrouvaient en même temps qu'il y avait des questions, à devoir produire les éléments en même temps et potentiellement aller les rechercher. Du coup. Donc ça veut aussi dire, et ça on n'avait peut-être pas été très bon nous là-dessus, que c'est aux professionnels des groupes de produire et de préparer en amont les éléments de preuve. Les éléments de preuve, c'est plutôt quelque chose que nous, on avait préparé en équipe de direction. Alors, on avait fait des liens, bien évidemment, mais probablement insuffisamment. En tout cas, c'est des choses qu'on peut améliorer. Un des éléments aussi de retour des professionnels sur le déroulé de l'évaluation, c'est qu'ils ont été très surpris de l'aspect mitraillette en fait de l'évaluation, c'est-à-dire question, preuve, question, preuve. Eux pensaient pouvoir discuter, pas du tout. Il y a pas le temps pour discuter et c'est vrai que c'est quand même un petit peu frustrant et il faut quand même y être préparé parce que ça peut être un petit peu déstabilisant parfois. Frustrant, ça le restera probablement, mais en tout cas être prêt à répondre de manière synthétique avec des éléments de preuve à l'appui pour passer aux questions suivantes positivement. Pour ce qui est des formulaires critères impératifs, on n'en a pas eu. Des étoiles, on en a eu, je crois qu'on en a eu 3 ou 4. Et 4. étoiles. Et on les a eus, ça c'est important, du coup, après réclamation. C'est-à-dire le rapport provisoire n'apportait pas d'étoiles. Du coup, on a questionné, on a ressouligné les éléments de preuve apportés et on a sollicité des révisions de notes. Ça peut-être qu'on l'évoque après, je crois. Ouais, il me semble qu'on l'évoque après, donc je ne vais pas y revenir là-dessus, mais en tout cas, c'est important de pouvoir dire que les choses peuvent gagner des fois à être ressollicitées et réexpliquées. Alors, je me trompe peut-être, et puis peut-être qu'il y a des évaluateurs aussi dans la salle, donc je vais faire attention, mais je pense que c'est pas toujours évident à travers les éléments de preuve de saisir exactement la teneur et la qualité du coup des choses qui sont présentées dans les délais impartis. Parce que les évaluateurs sont quand même aussi sous contrainte. C'est d'ailleurs là où nous, établissement, on a un point à jouer, c'est que nous choisissons le temps d'évaluation. Nous, c'était 2 jours. La fois prochaine, ce sera 2 jours et demi, 3 jours, parce que ça peut aussi laisser plus de temps d'échange. Voilà. Donc sur les points de vigilance du pendant l'évaluation, je rejoins ce qu'a évoqué Nicolas tout à l'heure, à savoir laisser du temps aux professionnels pour être prêt et tranquille et serein là-dessus, et anticiper la constitution de la base documentaire pour le déroulé des entretiens. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Madame Rétoré, vous allez pouvoir nous présenter, vous, dans vos 3 structures, finalement, comment ça s'est déroulé, et puis nous dire un petit peu sur les accompagnés traceurs, combien vous en avez eu, comment ça s'est choisi, et puis les différents points. Je vous laisse la parole. Merci. Alors nous, sur les accompagnés traceurs, pareil, hein, ils nous avaient demandé de préparer en amont une liste. Donc on avait à peu près une liste de 6 résidents par service. Nous, on a essayé de proposer des personnes qui étaient en mesure de tenir un entretien tout de même. Alors, c'était compliqué parfois de trouver 6 personnes dans la liste. Donc on avait recensé tout dans un tableau en essayant de mettre différents profils, des personnes qui participaient au CVS ou pas, qui participaient plus ou moins aux animations, enfin avec des troubles ou non, avec une mesure de tutelle ou pas, enfin voilà, donc différents profils. Finalement, par rapport à la transmission de ce tableau, les évaluatrices ont quand même choisi pour les 3 sites les accompagnés traceurs le premier jour de la visite, au moment de la réunion d'ouverture. Parce qu'on avait peur qu'on ait les noms des autres que chaque jour d'ouverture sur chaque site. Donc on a eu au moins les noms le premier jour, ce qui était plus facilitant pour organiser parce qu'on n'avait pas trop de résidents qui avaient demandé à être accompagnés, mais il y en avait un qui voulait que son fils soit présent. Donc ça, il faut aussi que les personnes qui accompagnent puissent se libérer. Voilà, ça a permis de se coordonner. Après, c'est pareil, hein, il y a ce qu'on prépare et puis ce qui se passe en pratique. Au final, il y a une résidente, sa famille voulait l'emmener en sortie. Elle avait
été choisi, au dernier moment, il a fallu changer. Bon, c'est comme ça. Ça faut s'y préparer. C'est les aléas du, du direct à chaque fois. Par contre, ce que nous avait demandé l'organisme, c'était le premier jour de visite, donc avant même de savoir quels étaient les accompagnés traceurs qui allaient être choisis, de produire pour chacune des personnes de la liste un dossier. Avec à l'intérieur donc le formulaire de consentement pour l'entretien, le contrat de séjour signé, le PAP, les formulaires personnes de confiance, directive anticipée, droit à l'image. Donc on devait préparer un petit dossier pour chacun des résidents potentiellement rencontrés. Qu'il a fallu et on leur a donné juste ceux qui avaient été choisis pour le coup, mais il a fallu le préparer en amont. Voilà. Sur la réunion d'ouverture, on a eu voilà, pareil, le petit aléa de dernier moment. Notre directrice de pôle était malheureusement en arrêt maladie, donc elle n'a pas pu participer à la visite de la semaine. Donc ça a été notre petit coup. Ça nous a mis un petit peu de stress quand même pour la visite. Puis on a essayé de la représenter dignement. Voilà. Après, on avait préparé un diaporama de présentation de la structure des 3 sites. Il n'y a pas eu le temps pour le présenter. On a passé du temps sur l'accès à la documentation. Alors, nous, ce qui nous avait été demandé par les évaluatrices, c'était de mettre à disposition tout sur clé USB. Donc, voilà, une arborescence. Donc, j'avais fait une arborescence par thématique avec tous les éléments de preuve voilà, qui permettaient de répondre aux critères à l'intérieur. Donc, tout était classé sur une clé USB. Alors, elles nous ont appris le jour de la réunion d'ouverture que finalement, elles n'avaient pas reçu tous les documents préparatoires qu'elles avaient demandés. Il y a eu un problème au moment de l'envoi du lien. On avait fait un lien pour l'envoi de documents en masse. Et apparemment, il y en a qui ne sont pas passés, mais elles ne nous l'ont pas dit. Donc, on l'a découvert le jour de la visite qu'elles n'avaient pas eu tous les documents préparatoires. Donc, c'était un peu dommage de ne pas être revenu vers nous avant. Donc bon, j'ai passé un peu de temps à expliquer comment étaient organisés les éléments de preuve sur la clé USB. Et puis voilà, elles se sont appuyées là-dessus, mais finalement, alors vous aviez préparé, les collègues avaient préparé un classeur, et puis bon voilà, c'était pas satisfaisant. Et moi, c'était l'inverse. Je me dis, finalement, il aurait mieux valu qu'on prépare des classeurs, parce qu'elles n'ont pas arrêté de nous demander des éléments pendant les entretiens aussi. Alors moi, pendant les entretiens de gouvernance auxquels j'étais présent, il n'y avait pas de souci pour voilà, utiliser l'arborescence et montrer les documents. Mais c'est vrai que pour les professionnels, pendant les entretiens professionnels ou autres, il y en a qui se sont retrouvés en difficulté, pareil, à devoir sortir de la salle pour aller chercher des choses et parfois des documents qui étaient demandés. Enfin, par exemple, à demander à certains professionnels, vous avez suivi une formation, c'était quand? Enfin, il fallait pratiquement fournir le document de la formation, c'était pas possible, quoi. Le jour J, on n'avait pas préparé jusqu'à ce niveau-là. Elles avaient toute la liste des personnes qui avaient été formées sur les thématiques, etc., avec les dates sur un fichier Excel, mais on n'avait pas tous ces supports. Donc, les demander en réunion, ça a été un peu compliqué. Ça a mis en difficulté les professionnels. Et je rejoins le côté, pendant les entretiens aussi, mitraillette de questions, éléments de preuve. C'était vraiment ça. Donc, il y en a qui se sont sentis un peu oui, en difficulté pendant les entretiens parce que c'était trop du tac au tac et on sent que les évaluatrices derrière, voilà, en face de chaque élément d'appréciation, il faut qu'elles puissent mettre des éléments de preuve qui répondent à ça. Il faut pouvoir le prouver. Donc, on est vraiment dans cette demande d'éléments de preuve qui répondent à la question. Voilà, ça c'était assez systématique et voilà, un peu compliqué pour les professionnels. Je reviens sur la séance de clôture. Alors, nous, ils ont fait, il y avait 5 jours de visite, 2 jours sur le site principal, le plus gros site, puis après 1 jour et demi et 1 jour et demi sur les autres sites. C'est la réunion de clôture. Dans l'organisation, c'était pas possible de revenir sur le site principal, donc ça s'est fait assez rapidement, ça a duré très peu de temps, et puis c'était en visio, donc certains, voilà, tout le monde n'a pas pu se connecter, l'horaire n'était pas forcément adapté, donc ça s'est limité quand même globalement plutôt à la gouvernance à ce moment-là, ce qui était un petit peu dommage. Mais bon, j'ai pris en note tous les retours qui avaient été faits par les évaluatrices, qui étaient en plus globalement très positifs. Et puis moi, je suis allée restituer aux équipes dans les jours suivants sur ce qui avait été dit parce que voilà, ils n'avaient pas pu l'entendre en direct. Donc ça, c'était un petit peu dommage. Bon, sur le déroulement de la visite, donc comme je le disais, alors ouais, beaucoup d'entretiens, c'était assez intense. Il a fallu
qu'on gonfle un petit peu les effectifs sur la semaine d'évaluation, sinon c'était pas possible vu le nombre d'entretiens réalisés. Il faut aussi qu'on ait des professionnels qui restent auprès des résidents. Donc on avait anticipé pour avoir un petit peu plus de monde et que ce soit pas toujours les mêmes personnes, parce que les évaluatrices nous avaient aussi demandé à ce que si elles rencontraient quelqu'un, un entretien professionnel, voilà, le matin, que ce soit pas la même personne qui revienne à un autre moment. Donc il fallait essayer. Bon, après on leur a dit on fait ce qu'on peut avec avec les équipes que l'on a et nos possibilités sur le moment. Mais bon, on a essayé aussi de faire en sorte que ce soit participatif, pas que soignant, et que d'autres professionnels, secrétaire médical, animatrice, ergothérapeute, enfin voilà, viennent aussi participer aux réunions, quelqu'un des admissions aussi, enfin bref, voilà, pour que ce soit plus participatif et que ils se sentent moins seuls. Ça les stressait beaucoup de se dire on n'est que 1 ou 2 face aux évaluatrices, donc on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour que ce soit un petit peu plus étoffé, mais parfois c'était difficile de faire plus que de personnes. Voilà, donc finalement, j'ai trouvé peu de temps dédié aux observations et à la consultation documentaire à leur niveau. Mmh. Donc elles m'ont beaucoup demandé de les accompagner. Enfin voilà, en fait, j'ai passé beaucoup de temps après chacun des entretiens. Elles me disaient: «Bah ça, est-ce que vous avez tel document, telle preuve?» Donc bon, moi je savais où c'était dans l'arborescence et je leur donnais très rapidement, mais j'ai passé beaucoup de temps pendant les 5 jours de visite à faire ça, finalement. À leur donner les éléments de preuve parce qu'elles n'avaient pas l'envie, le temps de chercher finalement dans la base. Voilà. Pour les entretiens, sur les profils gouvernance, on avait le médecin en chef de pôle, le cadre sup, cadre de santé du site. J'étais présente aussi ainsi que l'assistante de direction. On a quand même fait 3 entretiens de gouvernance sur chaque site, même si c'est une gouvernance commune. Ils ont demandé pour voir certaines spécificités. Donc c'était plus allégé sur les 2 autres sites, parce qu'on avait déjà passé en revue beaucoup de choses, mais ils voulaient voir certaines spécificités. Donc on a quand même maintenu ces entretiens. Les professionnels, donc là, de tout profil confondu. Et puis CVS, on avait les représentants des résidents et des familles des 3 sites, puisqu'on a un CVS commun qui participait à la rencontre. On s'est organisé pour que les résidents puissent être accompagnés par les animatrices sur le point de rencontre prévu. Au niveau des résultats, donc alors on n'a pas d'étoiles, mais on a eu globalement de très bons résultats parce que, en gros, sur les notes globales par chapitre, c'est entre 3,8 et 3,96. Donc bon, globalement, c'était très bien, on est très satisfaits. Par contre, on a eu 2 critères impératifs non satisfaits sur une même thématique, c'est sur la gestion de crise. On avait clairement fait l'impasse parce qu'on a énormément, on sait qu'on n'était pas dans les clous par rapport à ça et que dans le délai imparti, on ne serait pas dans les clous, quoi qu'il en soit. Donc, il y avait déjà un plan d'action sur le sujet, mais on savait qu'on ne serait pas en mesure de fournir un document complètement élaboré, communiqué pour la visite. Donc voilà, on y travaille maintenant. On a un critère impératif non satisfait, donc un plan d'action qu'on assume sur le sujet. Et voilà, donc sur les points de vigilance, je rejoins sur l'acculturation, la préparation des professionnels aux questions en mitraillette, au langage utilisé par les évaluatrices. C'est vrai que les professionnels, par exemple les évaluatrices, quand elles disent voilà, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les outils de la loi 2002, leur poser la question juste comme ça, certains se sont retrouvés à pas savoir quoi dire. Donc voilà, c'est vraiment la préparation en fait au langage et au type de questions qui peuvent être posées. Moi, je me dis peut-être voilà, les classeurs d'éléments de preuve, je sais pas au final. Je sais pas s'il y a une vraie bonne solution par rapport à ces documents de preuve qui sont demandés, mais voilà, ça reste un point de vigilance. Et puis, je vous rejoins aussi les collègues du DAM sur le planning qui est intense. Alors nous, à la base, ils étaient partis sur 6 jours de visite. La réunion qu'on a eue 9 mois avant, vu que la gouvernance était commune, voilà, donc on dit 5 jours, ça suffit. On est parti là-dessus. Et au final, nous, comme les évaluatrices, on s'est dit que cette sixième journée, elle manquait, quoi. Voilà, parce que ça avait été très intense. Et puis voilà, les évaluatrices, on les a senties aussi stressées par ce remplissage des grilles et cette nécessité d'avoir en face de chaque des éléments de preuve pour pouvoir coter les critères. Donc voilà, les entretiens, on sent qu'elles sont sur cet état d'esprit, il faut pouvoir remplir les grilles derrière. Et des fois, on passe un petit peu à côté de l'entretien, je me dis, peut-être.
à leur Donc, niveau. juste une petite question. Vous êtes passé en novembre Oui, et ils avaient pris en compte la nouvelle grille de cotation de la HAS qui est sortie au mois d'octobre 2024. Est-ce que ça a pu influer sur la visite en fait? je sais pas si ça a influé, je sais pas, je saurais pas vous D'accord. dire. Mm. Merci. Donc voilà. Alors on avait aussi anticipé la date de la visite parce qu'on devait rendre notre rapport aux autorités avant la fin du premier trimestre 2025. On n'avait pas voulu faire ça en début d'année 2025. On avait préféré le faire avant les vacances de Noël. Voilà, pour nous laisser un petit peu plus de temps pour la suite, être sûr que tout se passerait bien. Mais voilà. Bon, alors après, on avait échangé, on est en point d'interrogation parce que finalement, l'organisme qui a été retenu via le marché pour le GCS achat du centre, eh bien là, pour l'instant, il est suspendu. On a appris ça il n'y a pas longtemps, donc on attend de voir la suite qui sera donnée au sujet. Donc ils doivent se mettre en conformité a priori pour le mois d'octobre 2025. Voilà, ce que je ne sais pas trop, c'est si, même si on est déjà passé, est-ce que ça peut avoir une influence sur le rapport, etc. ou pas. Donc voilà, on attend de voir ce qui va se passer pour la suite, mais c'est vrai que c'est encore plus dommage pour ceux qui se préparent à passer une visite d'évaluation avec eux. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience sur pendant l'évaluation. Donc, ce qu'on peut vraiment noter à retenir, c'est au niveau des effectifs, oui, de vraiment pouvoir prévoir des effectifs suffisants et le temps entre guillemets de récupération suite aux entretiens à prendre en compte par rapport au stress que ça peut générer ces entretiens pour les professionnels. Au niveau on peut éventuellement se dire que sur le chapitre 3, on peut, dans la prise de parole, répartir les thématiques en fonction des personnes. Un gros point de vigilance donc sur les éléments de preuve, vous en avez largement parlé les uns et les autres. Ce qui peut être intéressant, ce qui n'a pas pu avoir lieu à Orléans, c'est de pouvoir avoir une restitution à chaud la plus ouverte possible, parce que c'est vrai que c'est intéressant toujours que les professionnels aient ce retour extérieur, vraiment avec la voix extérieure de comment l'établissement est perçu et est évalué. Et puis, oui, le temps de cette visite-là, de ne pas négliger, vraiment, il ne faut pas aller au plus court. C'est plus délétère qu'autre chose, et notamment pour les dispositifs sur différents sites, c'est d'autant plus marquant. Donc, il faut pas essayer de rabioter du temps. Ce serait, enfin, en tout cas, ce serait certainement pas une stratégie payante de ce que vous nous dites. On va, alors, je ne sais pas si voilà, est-ce qu'il y a des questions des personnes qui participent? On peut peut-être prendre un petit temps maintenant pour y répondre sur avant et pendant la visite d'évaluation. Donc, soit vous prenez la parole directement, ou vous pouvez écrire dans la conversation ou lever la main, comme bon vous semble. Voilà, je vais laisser comme ça fait 2 minutes de pause pour les intervenants. Et comme ça, vous avez la liberté de pouvoir poser des questions si vous le souhaitez. Je pense que vous avez été particulièrement exhaustif et que les personnes... Ah si. Alors, attendez. Il y a alors une question. Pour les évaluations résident-traceur, faut-il en avoir un systématiquement par finesse? Alors en fait, normalement, vous avez pour chaque évaluation 3 accompagnés traceurs au minimum qui vont être entendus. Et en général, ce qui se fait, c'est qu'il faut prévoir le double pour que les évaluateurs puissent choisir dans le panel.
De toute façon, sur le nombre d'accompagnés traceurs qui vont être entendus, il faut pouvoir échanger avec votre organisme évaluateur sur ces questions-là, sur le nombre que vous souhaitez et que préconise en fonction de votre organisation. Est-ce que M. Scrogna, M. Gross ou Mme Rétoré, vous souhaitez compléter sur ces éléments-là? Moi, j'en ai déjà un petit peu, enfin, je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Nous, ce qui s'est posé sur le choix des usagers, c'est le fait de vouloir montrer, c'était vraiment le principal enjeu pour nous, montrer les différentes lourdeurs éventuelles de handicap ou accompagnés. Et du coup, il y a quand même un sujet de comment est-ce que des usagers qui ont parfois difficilement accès à la parole sont vraiment en capacité, du coup, selon les outils que propose le cabinet d'évaluation, de répondre aux questions. Et c'est important en fait de cogiter ça au préalable parce que ça, c'est plus rediscutable par la suite. Contrairement aux autres critères, du coup, les propos qui sont tenus ou pas tenus ne sont pas discutables par la suite quand on a le rapport provisoire pour basculer vers le rapport définitif. Donc, c'est vraiment un point important à envisager. Il faut quand même des personnes qui soient en capacité, du coup, de pouvoir dire ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, mais en tout cas qui soient a priori quand même plutôt en capacité de le dire. Oui, effectivement, même si les cabinets sont largement invités à adapter leurs moyens de communication en fonction des profils des personnes accompagnées, il y a quand même certaines limites qui sont enfin, une réalité hein, de terrain. Et effectivement, comme vous le dites, autant sur le pré-rapport, vous pouvez faire des remarques sur les entretiens avec les professionnels et la gouvernance, autant vous ne pouvez pas faire de remarques sur les entretiens avec les personnes accompagnées, puisque de toute façon, ça appartient à l'évaluateur et à la personne accompagnée, ce qui s'est dit. C'est ça. Mme Rétoré, vous souhaitez compléter? Non, oui, je confirme tout à fait ce que vous venez de dire. Et nous, on a 3 sites, 3 finesses. Et effectivement, il a fallu proposer 6 accompagnés traceurs pour chacun des sites, chacun des finesses. Voilà. Merci. On va continuer, Madame Rétoré, sur, eh bien, après l'évaluation, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a reçu 3 finesses, 3 rapports pour Noël. Entre Noël et le 1er de l'an, on les a reçus, c'était une super période. Donc, moi, j'étais un peu surprise sur les rapports. Je trouve qu'ils sont compliqués c'est compliqué à lire. 70 pages d'éléments de preuve au début de chaque rapport. Je trouvais ça très, très lourd. Donc voilà, je me suis concentrée moi sur la relecture complète des 3 rapports. Nous, on avait un souhait quand même d'avoir quelque chose qui soit cohérent au regard de notre gouvernance commune et que sur certains aspects, ce soit les mêmes choses qui ressortent parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent. Voilà, on a eu l'occasion d'échanger de nombreuses fois avec la coordinatrice par rapport à toutes les observations qui ont été transmises. Il y a eu tout un tas de corrections orthographiques de fait parce qu'il y avait vraiment des coquilles, énormément de coquilles dans les rapports, donc c'était pas terrible déjà initialement. Voilà, donc des observations qui ont été transmises, des choses qui ont été prises en compte en avance et puis des points qu'on a fait apparaître dans Sinae par rapport à nos observations sur certains points, donc qui sont effectivement visibles dans le rapport final, dans la partie à la fin du rapport où on voit les commentaires que l'on a pu mettre. Voilà, donc après, le rapport définitif, on l'a envoyé à l'ARS via démarche simplifiée et puis on l'a envoyé par mail au conseil départemental. Et puis ça a été diffusé bien sûr à la gouvernance. En termes de communication des résultats, ça a été fait très rapidement par la suite sur notre copie de qualité. Et puis à venir, il y a des instances également du CHU. Et puis il y a une diffusion d'une Cali News pour les professionnels et puis d'un flash info pour les résidents et les familles. Voilà, des supports que l'on diffuse habituellement.
Dans les suites de l'évaluation, on poursuit notre dynamique d'amélioration. Alors, je rejoins le point qui avait été dit sur les slides précédents. C'est vrai que quand on est dans une démarche d'amélioration continue qui est bien installée, bon, on sait déjà où on en est en fait avant de réaliser l'auto-évaluation. Donc, il n'y a pas de surprise. Et on continue sur tous les sujets sur lesquels on est déjà, voilà, on était déjà en train de travailler, sur lesquels on sait qu'on doit s'améliorer. Et donc, avec un point plus précis suite à la visite d'évaluation sur la gestion de crise. Mais encore une fois, pas de surprise à notre niveau, c'était attendu. Mais bon, c'est un travail tentaculaire à réaliser sur la gestion de crise qui va nous prendre un petit peu de temps. Voilà, sur les conseils, les remarques, on est déjà revenu dessus, mais voilà, le fait de gonfler les effectifs au moment de la visite, parce que ça, c'est très consommateur de temps et puis tout s'enchaîne très vite, donc c'est assez épuisant pour les professionnels. De bien préparer en amont toutes les preuves, encore une fois, et puis la vigilance sur le planning, parce qu'il y a une tendance à, voilà, qu'on a déjà dit, à revoir le nombre de jours d'évaluation à la baisse, hein, et finalement, en effet, voilà, finalement, c'est compliqué pour tout le monde quand il manque un petit peu de temps. Voilà, nous, ça nous aurait permis aussi d'avoir un retour aux professionnels sur cette 6e journée si elle avait eu lieu, qui aurait permis d'entendre directement de la part d'un tiers ces résultats d'évaluation. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, rien d'autre de plus. Est-ce que vous avez fait un retour spécifique aux membres du CVS qui ont pas... On attend la réunion du CVS pour le faire, mais effectivement, ça va être fait. Mais bon, on a déjà communiqué à l'ensemble des résidents et familles à travers ce petit flash info qui reprend voilà, globalement les points qui ressortent du rapport définitif. Et puis, on a aussi remercié ceux qui s'étaient mobilisés pour participer à la fois aux accompagnés traceurs et puis dans les entretiens avec le CVS. Très bien, je vous remercie. On va entendre maintenant au niveau du DAM comment s'est passée la suite après la visite d'évaluation. Alors pour le DAM, alors sur le délai, moi je l'ai pas en tête, mais bon, on était je crois entre 3 et 4 semaines Ouais. de réception du pré-rapport après la visite. Pour moi, enfin, il y a un conseil à donner, il y a toujours quelque chose à gratter sur cette phase-là. Il faut le faire loyalement, mais il faut le faire. Pour moi, comment ça s'est passé là? Je dirais, il y a une relecture collective. Alors collective, on va dire peut-être en petit comité, mais il y a une relecture avec donc Monsieur Scroignard et puis la chargée de qualité au niveau de l'établissement. De vraiment prendre le temps de relire. Alors, je rejoins totalement le témoignage de ma collègue, mais c'est pas très lisible, c'est un peu imbuvable. Il y a un moment, on part, enfin, voilà, vous verrez, chacun pourra découvrir, notamment quand les rapports finaux seront publiés, mais ça demande un peu une gymnastique. Mais par contre, je trouve que ça vaut vraiment le coup notamment sur les chapitres 2, chapitre 3, vous pouvez pas revenir sur tout ce qui est paroles des résidents et paroles du CVS, mais tout ce qui est les éléments de réponse apportés par les professionnels et les éléments de preuve, il faut pas hésiter à contester, le faire loyalement, mais il faut pas hésiter si vous sentez qu'il y a quelque chose à gratter ou qu'il y a une contradiction exprimée par les experts sur ce pré-rapport-là. La visite, elle se passe très vite. La visite, elle est très intense. On a beaucoup parlé de phénomènes mitraillettes. Ils sont aussi stressés parce qu'ils doivent remplir. Et là, des fois, alors, outre les coquilles d'orthographe qui ont été aussi nombreuses, hein, à ma connaissance, mais il y a aussi des fois des contradictions. Et il faut vraiment prendre le temps de pointer ces contradictions et de préciser certains points. Franchement, c'est du temps pour moi qui est jamais perdu. Le rapport, il va être présenté, il va être diffusé aux autorités de tarification. Le temps, pour moi, ce temps-là, il est vraiment important et il est stratégique. Il faut le faire, alors, je le dis et je le répète loyalement, mais il ne faut pas hésiter, voilà, à le faire le plus précisément possible et le plus, on va dire, clairement possible.
Et autre point, alors qui fait écho alors avec la phase avant, pendant la visite, mais n'hésitez pas à donner un maximum d'éléments de preuve, puisque une fois que les évaluateurs sont partis, vous pouvez plus en donner. Et vous pouvez par contre après sur cette phase-là d'échange avec le cabinet revenir dessus, dire voilà, on vous a donné tel ou tel élément de preuve. Cet élément de preuve, il va avec ce critère-là. Il atteste mon propos que. Voilà. Je trouve que c'est vraiment important, c'est stratégique et moi j'encourage. Alors c'est vrai que des fois ça arrive dans des mauvaises périodes, hein, recevoir les trois rapports en même temps pendant la période de Noël, c'est pas idéal. Mais voilà, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à gratter et même si c'est que pour un ou deux, bah moi je trouve que ça vaut le coup. Voilà. Après ça c'est mon conseil. Puis après, voilà, toute la phase, une fois ce rapport, enfin ce pré-rapport et les remarques envoyées, c'est plutôt Monsieur Scrognard qui a piloté, donc je vais lui passer la parole, mais j'encourage vraiment tous les établissements sur ce pré-rapport-là, à prendre le temps, d'éplucher ce rapport-là, même si ça fait 70 pages, même si ça fait voire même plus des fois. Mais franchement, c'est très important. Et d'où l'intérêt, ça fait aussi écho avec une auto-évaluation. Plus votre auto-évaluation elle sera complète, en complétant vos éléments de preuve, en complétant vos éléments de réponse, vous pourrez vous appuyer là-dessus entre votre vision de votre établissement lors d'auto-évaluation et la vision de l'évaluateur. Et franchement, tout ça, ça peut vous aider à augmenter vos notes, vos 3 notes globales par chapitre. Et ça, je trouve, pour moi, c'est vraiment un début de cette phase-là d'échange avec le cabinet. Voilà. Sur les révisions de notes, je pense qu'on en a demandé entre 20 et 30 et je crois qu'on a été suivi à 80-90% par rapport aux révisions à la hausse qu'on a demandé. Donc c'est quand même vraiment significatif, à la fois pour certaines notes qui étaient relativement basses qui ont été remontées et puis pour passer au statut étoile. Et effectivement, le fait de pouvoir bien retracer et remettre en perspective les pièces communiquées et du coup l'appréciation, en disant qu'au vu des pièces communiquées, il nous semble que telle note pourrait éventuellement être revue à la hausse. Ça a été quand même assez porteur parce qu'à nous, enfin ça a été dit, mais on voit bien qu'ils sont pressurisés aussi par le temps et du coup, il y a des choses qui sont peut-être pas appréciées à leur juste mesure. La lecture du pré-rapport, on a fait le choix de le faire en tout petit comité parce que pour le coup, bah, c'est un peu fastidieux d'une part et puis d'autre part, on estimait aussi qu'on avait, mobilisé déjà suffisamment les autres professionnels là-dessus pour pas les embêter avec ça. Donc on s'est approprié ce travail. À réception du rapport définitif, il a été présenté du coup, sur l'ensemble des instances, CSE, conseil d'administration, CVS, envoyé, à l'autorité de tarification de fait, et puis présenté en réunion institutionnelle de manière relativement succincte parce que, il se prête pas à une présentation, très dynamique. Tous les professionnels l'ont eu. Je ne sais pas si tous l'auront lu. En tout cas, il y a quand même des petits diagrammes et puis des petits résumés sur lesquels on s'est appuyé pour valoriser du coup ces résultats-là, voilà, qui sont importants à la fois pour donner à voir tout ce qui a été fait, la manière dont c'est souligné, et puis aussi ce qui reste à faire, parce que bah, l'objet, c'est aussi de pouvoir maintenir une logique d'amélioration continue, de garder une certaine tension quand même sur les points d'amélioration, et on s'est saisi du coup de ce moment-là. Sur les suites, on a les groupes en fait qui existaient du coup concrètement qui perdurent, hein, donc toujours le comité qualité, le comité bientraitance. De fait, il y a une feuille de route qui est plus précise et sur laquelle ils viennent émarger aussi, puisqu'il y a le plan d'action d'amélioration du coup qui est encore en train d'être édicté du coup chez nous, mais ça permet d'avoir un petit peu de visibilité sur les thématiques de travail à creuser pour les prochaines années. On s'interroge sur la manière dont on va maintenir du coup les temps d'auto-évaluation pour garder une rythmicité annuelle qui est quand même très chronophage, donc peut-être thématique, une rythmicité annuelle thématique pour garder la logique d'auto-évaluation, mais pas tout réinterroger systématiquement. Faire des choix du coup de certaines thématiques, ça nous paraîtrait intéressant. Et puis quand même, on voit que ça a eu un effet boost sur la digestion de ce qu'est la logique qualité et sur la digestion aussi par les professionnels de ce qu'est le référentiel et de ce que ça nous indique en termes d'accompagnement. Ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant et à entretenir.
Pour ce qui est des conseils et des remarques après évaluation, je dirais que nous, on n'a jamais regretté d'associer autant que possible les professionnels qui y avaient été associés. Ils l'ont toujours apprécié et ça a toujours été porteur du coup aussi positivement. Il y a effectivement un petit sujet de préparation après des affichages, de visite des locaux, ça a été évoqué par Nicolas, mais il y a des choses qu'on peut quand même assez facilement du coup anticiper, préparer bien en amont, et puis qui ont quand même vocation à perdurer. Je pense que je l'ai peut-être souvent évoqué et au risque de me répéter, mais l'idée de se dire que c'est pas la ligne d'arrivée, je crois que c'est quand même important. C'est-à-dire que l'évaluation, ça compte, d'autant plus qu'elles seront publiques. C'est bien de ne pas avoir de problème sur les critères impératifs et puis d'être le mieux positionné possible. Pourtant, faut bien rester, pour autant, il faut bien rester dans une logique d'amélioration continue qui va dépasser l'évaluation. Alors forcément, il y a une période de mobilisation qui est un peu plus dense sur 3-4 mois. Après, ça s'essouffle et ça retombe un petit peu, mais c'est normal. On ne peut pas toujours être en préparation d'évaluation parce qu'on a quand même des accompagnements à réaliser du coup par ailleurs. Mais du coup, c'est quand même important d'anticiper aussi l'après et puis d'avoir des lignes de perspective qui dépassent l'évaluation parce que il y a des choses qui doivent ne pas trop s'étioler malgré tout ensuite. Et juste pour compléter ce qui a été fait au niveau du DAM à Champfol, alors Monsieur Scrognard a parlé d'une restitution à l'ensemble du personnel. Ça a été fait autour d'un moment festif. Voilà, il y a eu une prise de parole, une présentation succincte et des points principaux de la visite. Ça s'est fait autour d'un temps festif. Alors, dans un premier but forcément d'informer, mais aussi d'apporter un feedback positif aux professionnels, les remercier pour leur investissement et aussi les remercier voilà, de s'être adaptés dans ces conditions si particulières de visite quand même. Voilà, parce que derrière, il y a toujours aussi un accompagnement des jeunes accueillis dans l'établissement à avoir. Donc, imaginez une coupure d'électricité dans un établissement sans évaluation. Bon, c'est un petit challenge, mais vous rajoutez l'évaluation par là-dessus. Je trouve que c'est un peu rocambolesque et j'espère que ce sera la seule et unique fois que je vivrai ça parce que franchement, voilà, c'est pas idéal quand même, quoi. Voilà. Ça nous a permis d'activer l'annexe 9 du plan bleu qui avait été fort opportunément écrite. Voilà. Merci. Donc, il y a une question dans le chat. Je pense que les uns et les autres, vous allez pouvoir y répondre. C'est finalement, est-ce que de votre point de vue, les résultats de votre évaluation reflètent vraiment votre auto-évaluation et puis votre établissement de façon plus large? Moi, je dirais oui, à 95%, ça reflète. À leur place, il y a des choses sur lesquelles j'aurais été plus dur et des choses sur lesquelles j'aurais peut-être davantage souligné la qualité de ce qui est fait. Je pense qu'ils sont dans le souci d'être nuancés, du coup, et c'est certainement très bien. Mais moi, je trouve que c'est un travail quand même qualitatif qui a été conduit et qui reflète en très grande partie là où on en est. Moi, Merci. je rejoins tout à fait. C'est exactement le même constat de notre côté. D'accord, ok, merci. Donc par rapport à cette après-évaluation, donc oui, il faut vraiment retenir que le pré-rapport, c'est important de le relire de façon minutieuse et de ne pas hésiter voilà, à argumenter et demander des réévaluations de cotation, puisque on voit que au final, quand c'est argumenté, c'est plutôt pris en compte, hein. De bien, effectivement, la question de poursuivre la dynamique d'amélioration continue, c'est important. Alors, évidemment, il y a aussi la vie de l'établissement, mais voilà, de garder peut-être des auto-évaluations périodiques par thématique, c'est une façon de faire, mais c'est vrai que c'est important de bien garder les groupes qui ont été, qui existaient déjà avant et de pouvoir les faire perdurer. Euh,
communiquer sur les résultats, bon, c'est une obligation, mais au-delà de ça, c'est important pour que chacun puisse voilà, avoir ce feedback, c'est très, très important. Et puis oui, j'avais trouvé que, comme vous avez fait aux dames, d'organiser un temps festif autour des résultats à chaud, ça permet vraiment de pouvoir valoriser le travail de chacun et je trouvais que c'était plutôt sympathique. Euh, Juste en complément, au final, je pense que par rapport à cette évaluation, vous l'avez dit tout au long du webinaire, c'est de pouvoir faire de l'évaluation une opportunité pour à la fois questionner ces pratiques, mais aussi valoriser les pratiques et de pouvoir montrer aux professionnels qu'il y a des choses qu'ils font et qu'ils font bien et que c'est important qu'ils l'entendent. Donc ça, c'est vraiment de finalement être dans cette dynamique d'amélioration continue. Et puis, autre point, on l'a souligné, c'est de préparer la visite d'évaluation comme un projet à part entière, avec une organisation nécessaire et un avant, pendant, après. Juste, je pense, ça me fait penser que le prochain webinaire, donc pour début juin, la thématique, c'est justement du pré-rapport au plan d'action, comment je m'y prends et notamment comment je décrypte ce fameux rapport qui est un petit peu, voilà, enfin, il faut se pencher longtemps dessus pour comprendre un peu les fonctionnements. Donc, l'idée du webinaire prochain, c'est de vous aider à mieux le comprendre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques concernant ces différents temps de l'évaluation de la part des participants? N'hésitez pas à prendre la parole directement, on n'est pas très très nombreux. Alors, oui, Madame Camparon. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Madame Comparon, qualiticienne à l'EHPAD de Bellevue côté Bourges. Nous, on a eu l'évaluation dans notre EHPAD il y a un mois et on doit rendre le pré-rapport. Et en échangeant avec ma direction, il y a certains critères où il y a des contradictions, mais qui veulent pas remonter parce qu'on a déjà des bonnes notes sur les sujets. Notamment, par exemple, une qui est à 3,87 sur 4, mais il y a de la contradiction. Alors, je ne sais pas si vous avez, quand vous avez remis en question les propos qui avaient été mis, est-ce que vous l'avez fait en fonction des notes ou est-ce que vous l'avez fait pour tous les critères qu'importe la note? Moi, je veux bien prendre la parole en réponse. La note était un critère, mais pas que. Il y a aussi les commentaires et tout ce qui a été noté. Et en fait, on a repris, on a demandé à ce que ce soit reformulé si c'était pas tout à fait exact, à revoir s'il y avait des éléments de preuve qui allaient dans ce sens et qui répondaient aux critères. Donc non, on a tout repris, tous les points qui nous semblaient pas tout à fait adaptés, pas bien reprendre la réalité du terrain. On a insisté dessus, donc on n'a rien laissé de côté. Tout a été pointé et remonté. D'accord. Ok, Et je merci. pense que c'est d'autant plus important, à mon sens, que enfin, nos observations figurent dans le rapport définitif, du coup. Donc c'est aussi à utiliser comme tel. La manière dont on rédige et ce qu'on exprime, forcément, du coup, ça dit des choses. Et à pas le reprendre, ça veut aussi dire, si on le regarde d'un certain angle, qu'on laisse passer des contradictions sur un rapport qui nous concerne. Tout à fait. Et puis comme le rapport est quand même disponible après au public, Mm. et c'est quand même l'image qui est en jeu. Donc oui, on a peut-être une bonne note sur un critère, mais justement, je me dis en contestant les commentaires qui ont été faits, soit on peut augmenter notre note, soit on reste sur la même chose, mais au moins on a remis les choses au clair. Donc je vais Ouais. peut-être revoir la direction et insister un petit peu plus. Merci à vous. Merci. Je voulais juste rajouter quelque chose. Nous, alors je sais pas si ça vous est arrivé aussi, on s'est rendu compte, alors ça avait l'air d'être plus il y a des bugs, mais en fait on a des réponses inadaptées qui avaient été, côté
pour des accompagnés traceurs ou des critères aussi qui étaient cotés non concernés ou voilà. Et en fait, ça les faisait apparaître en axe de progrès dans le pré-rapport, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Mais ça les faisait apparaître en axe de progrès. Donc ça aussi, c'est pareil, on a tout repointé, tout ce qui n'était pas logique pour que les axes de progrès qui ressortent soient de vrais axes de progrès et pas des choses qui semblent juste relever du bug logiciel. Donc voilà, on est intervenu aussi sur des points comme ça. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, juste pour information, Caleris peut vous aider vous accompagner pour préparer votre évaluation, votre auto-évaluation, éventuellement acculturer les personnes aux critères impératifs et vous aider éventuellement dans le choix de votre organisme évaluateur. Mais enfin, quand je dis dans le choix, on ne va pas vous donner les noms des organismes évaluateurs qu'il faut choisir, mais plutôt les critères sur lesquels il faut échanger avec les organismes pour avoir vraiment ce sur quoi vous le souhaitez. Et puis, donc, ça se traduit à travers des ateliers, donc des webinaires, des ressources ou des formations. Valérie, est-ce que tu peux déclencher le questionnaire de satisfaction, s'il te plaît? Merci beaucoup. Pendant ce temps-là, si vous souhaitez, si vous voulez bien répondre, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et je remercie vraiment Madame Rétoré, Monsieur Escrognard et Monsieur Gross d'avoir fait ce retour d'expérience que je trouve particulièrement intéressant. Et vraiment, je trouve qu'il y a vraiment des